existe une immense diversité de plantes qu'on peut utiliser pour aller vers l'autonomie alimentaire. Et dans cette série de vidéos, je tiens à vous partager voilà, toute une partie de ce très vaste champ des possibles. Alors, dans ce premier épisode, on va aborder les grimpantes. Ici, c'est une morelle faux jasmin, c'est très esthétique, c'est persistant, mais ça ne se mange pas. Par contre, c'est le cas de beaucoup d'espèces qu'on va découvrir dans cet épisode. En lien sous la vidéo, je vous ai mis le support que je vais utiliser, mais aussi un PDF qui contient les coordonnées d'un bon nombre de pépiniéristes. Et on commence par l'Akebi. Alors, il en existe différentes espèces. Je vous ai reprécisé ça en dessous du nom commun, le nom scientifique des espèces. Cela dit, celle qu'on va trouver couramment en France chez les pépiniéristes, c'est l'Akebia trifoliata et l'Akebia clinata. Alors, c'est une plante qui nous vient d'Asie de l'Est, qui est encore assez méconnue en France. C'est une vivace. Elle se maintient avec un feuillage semi-persistant. Semi-persistant, ça veut dire que le feuillage reste en place en hiver seulement si vous êtes des températures assez clémentes, assez douces. Donc, en gros, si vous êtes dans la moitié sud de la France ou sur le littoral atlantique, ça se maintiendra normalement. Par contre, ailleurs, sur des climats plus froids, le feuillage est perdu, puis il va se renouveler au printemps suivant. 10 mètres de longueur dans les meilleures conditions possibles. La plante est monoïque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un même sujet, un même plan, vous aurez des fleurs mâles et des fleurs femelles. Alors, je précise autogame, c'est-à-dire que sur un même sujet, les fleurs mâles et les fleurs femelles vont assez facilement se féconder, et donc on va avoir du fruit avec un seul plant. Cela étant dit, on aura toujours une meilleure pollinisation et donc une meilleure fructification si, dans un même jardin, vous avez plusieurs plants. Ce qui va nous intéresser au niveau comestible, c'est le fruit, qui est formé par la fleur femelle, qui va former ce fruit allongé d'une dizaine de centimètres, et qui a cette particularité assez unique de s'ouvrir une fois à maturité. Il s'ouvre tout seul, qu'on voit sur la photo en haut à droite. Alors, l'intégralité du fruit est comestible. L'intérieur, ça va être une chair gélatineuse qui est assez fade. C'est très peu sucré. Donc, pour le manger, ce qui est assez courant, c'est soit l'assaisonner avec du jus de citron pour aller ensuite dans une salade, ou encore de le mélanger avec du yaourt et après ajouter à ça de la confiture ou du sucre. Et pour la peau également se mange. Le goût cru est assez amer. Ce qui se fait traditionnellement dans la cuisine asiatique, c'est utilisé comme un légume et on va soit l'utiliser pour faire de la soupe ou l'utiliser frit. Par ailleurs, la plante est très ornementale, avec ces très belles floraisons qu'on peut voir aussi sur l'autre image. C'est une plante qui va pouvoir s'implanter sur n'importe quel type de terre et d'exposition. Il n'y a pas de contrainte impérative à ce niveau-là. Bien sûr, ça se développera et ça fructifiera avec un sol fertile, avec un bon niveau d'humidité et une exposition plein soleil. La rusticité est très correcte. Donc la plante résiste jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Au niveau de la multiplication, ça peut se multiplier aussi bien par bouturage que marcottage durant l'automne. Et la récolte du fruit se fait sur la période octobre-novembre. À noter qu'au-delà de la consommation pour nous humains, ce qui peut être aussi intéressant, c'est au niveau d'un élevage de volailles. Parce que les volailles raffolent du fruit. Ce qui pourrait être pas mal, par exemple, autour d'un poulailler, si vous voulez, c'est je fais grimper des plants d'akébi sur le pourtour du parcours. Sur le grillage du parcours, ça permet déjà d'habiller le grillage, d'amener quelque chose d'esthétique, et puis d'amener du fruit qui sera mangé par les volailles. Vous voyez, c'est aussi un emploi qui peut être pas mal. Autre plante, c'est donc la capucine tubéreuse. Alors, je pense que vous connaissez déjà la capucine classique. Bon, celle-ci lui ressemble beaucoup. Ce qui va surtout différencier, c'est au niveau du feuillage. Vous avez des lobes qui sont beaucoup plus marqués sur la capucine tubéreuse que sur la capucine classique. Et puis, c'est par la formation du tubercule, qui va pouvoir se cuisiner comme on cuisine de la pomme de terre. Ça reste une petite plante, 1,5 m à maturité. C'est une hermaphrodite, donc les fleurs sont à la fois mâles et femelles, et elle est autogame, elle s'autoféconde facilement. Donc, on va pouvoir manger aussi bien le tubercule, mais aussi les feuilles et les fleurs, comme pour la capucine classique. Les fleurs qui ont en plus un goût assez poivré, assez particulier, qui aide bien à assaisonner les salades. Ce que c'est apprécié, c'est des sols riches, donc assez fertiles et frais. Ça redoute les expositions sur des sols très très secs. Il faut plutôt éviter.
Ça peut se cultiver aussi bien à la mi-ombre ou plein soleil, avec une rusticité à moins 7 degrés Celsius. La plantation du tubercule, c'est comme ça d'habitude qu'on va reproduire cette espèce, ça va se faire durant l'automne. Alors, la récolte, bah, ça dépend. Pour les tubercules, ça va être octobre-novembre. Pour tout ce qui va être feuilles et fleurs, bah, c'est tout la période de développement végétatif, c'est-à-dire la période de juin à octobre. On change d'espèce pour la chayote Sequia medullae, donc une espèce de cucurbitacée qui est très commune dans les pays depuis tropicaux et subtropicaux. La particularité d'être une vivace avec un feuillage caduc, 5 mètres dans les meilleures conditions. Elle est monoïque, donc un plant a des fleurs femelles, des fleurs mâles. Elle est autogame, donc elle va pouvoir s'auto-féconder elle-même. On va pouvoir manger aussi bien les jeunes pousses au printemps que les fruits, comme vous pouvez voir d'ailleurs sur la photo, mais aussi les feuilles. Alors, les feuilles sont évidemment toujours mieux, plus tendres au début du printemps. Par contre, ça a besoin, du fait de ses origines tropicales, d'avoir une terre riche et une exposition plein soleil. Une rusticité à moins 5 degrés Celsius tout de même. Et puis, une reproduction par semis, alors surtout le printemps. Ce qui est possible d'ailleurs de faire au niveau du semis, c'est plutôt qu'à utiliser la graine, c'est utiliser un fruit entier qu'on va mettre dans le sol ou des morceaux de fruits qu'on va mettre dans le sol. C'est une façon assez courante de la reproduire. Et la récolte du fruit va se faire sur octobre-novembre. Autre espèce, la glycine tubéreuse, Apios americana, qui nous vient des États-Unis, hein, comme le nom scientifique l'indique. C'est une vivace avec un feuillage caduc. Ça reste assez petit, 1,5 m à maturité. On va compter 1 mètre carré par plant hein, d'espace occupé au sol. La plante est hermaphrodite autogame, donc ça peut très bien se polliniser elle-même. Mais ce qu'on va récolter, ce n'est pas un fruit, c'est un tubercule. Et dans les meilleures conditions, on va pouvoir récolter jusqu'à 4 kg par pied, une fois le plié à maturité. Voilà, ça donne des petits tubercules, comme on va voir en haut à droite, qui ont la particularité en plus d'être très riches en protéines. C'est 3 fois plus riche en protéines que la pomme de terre. Et puis d'avoir un goût qui est situé entre la pomme de terre et la noisette. C'est vraiment très, très intéressant au niveau gustatif. Ça a besoin d'une situation terre riche, humide, pied à l'ombre. Ça s'explique assez facilement par le fait que le biotope sauvage de la glycine tubéreuse, eh bien, c'est les bords de cours d'eau et de plans d'eau. Donc, c'est le genre de situation qu'elle préfère. Une rusticité à moins 10 degrés Celsius. La façon dont on va la reproduire, c'est en divisant le rhizome qu'elle forme donc, sous le sol. La plantation, une fois qu'on a divisé un rhizome, la plantation du rhizome va pouvoir se faire entre avril et juin, et la récolte des tubercules, elle va pouvoir s'étaler de août jusqu'à février, ce qui fait une plante d'autant plus intéressante pour aller vers l'autonomie alimentaire. Autre espèce, ou plutôt groupe d'espèces, les haricots. Donc, c'est tout le genre botanique Phaseolus. Bon, là, on est sur quelque chose de vraiment classique. Dans tous les cas, ce sont des annuels, 5 mètres dans les meilleures conditions de grandeur. Ce que ça va produire, dans tous les cas, c'est soit de la gousse, qu'on va pouvoir manger entière, certaines variétés, soit du grain, c'est-à-dire là, on attend vraiment que le grain soit vraiment à pleine maturité. Dans l'un ou l'autre, on va avoir un rendement, c'est le rendement moyen en bio en France, hein, d'1,5 kg par mètre carré. On est sur un hermaphrodite autogame qui préfère un sol drainant, ça déteste avoir un sol qui est avec de l'humidité stagnante et une exposition plein soleil. Ce n'est pas une plante rustique, hein, la rusticité à moins 1 degré Celsius, mais par contre, ça ne devrait pas poser problème normalement vu la saison de culture, puisque on va faire un semis d'avril à août. Tout de même, petit point de vigilance dans des régions avec un climat continental. Vaut mieux attendre le mois de mai hein, pour semer du haricot et pas risquer des gelées, avec une récolte qui va pouvoir s'étaler en fonction de la date de semis et puis aussi des variétés entre juin et septembre. Autre espèce assez connue aussi, hein, le houblon. Enfin, il existe plus exactement 2 espèces, le houblon commun, le Humulus lupulus, mais aussi le houblon japonais, ou Humulus japonicus. Bon, leurs propriétés hein, sont à peu près les mêmes. Hein. Pour les 2 espèces, ce sont des vivaces.
avec un feuillage caduc, 6 mètres de hauteur à maturité. C'est une monoïque autogame, donc elle va bien pouvoir s'auto-polliniser. Ce qu'on va pouvoir consommer, c'est aussi bien les jeunes cônes en début de printemps, qu'on va pouvoir manger comme des asperges, mais aussi les cônes à maturité. Alors, ça sert notamment pour pouvoir parfumer la bière. À noter aussi, on peut utiliser les feuilles pour faire des infusions. Ça fait des infusions calmantes et diurétiques. Ce que ça va apprécier, c'est des situations de sol drainant, alors soit mi-ombre, soit plein soleil. Le top, c'est des situations où le pied reste à la mi-ombre, il y a de la fraîcheur au niveau du pied, mais par contre la tête est au soleil. Ça s'explique par son origine, hein, son biotope à la base, c'est des situations de ripisylve, des situations de bord d'eau et de cours d'eau. Donc normalement, il grimpe sur de la végétation existante, et puis pour aller jusqu'à chercher la lumière sur la canopée des arbres. Une très bonne rusticité, moins 28 degrés Celsius. Le semis, si on fait du semis, c'est en mars et mai. Mais il est plus courant de faire de la reproduction par bouturage pendant la période automnale et ça a plus de sens de succès. Et la récolte des cônes à maturité, ça va se faire en août-septembre. Autre espèce, le kiwi, Actinidea arguta, un cousin du kiwi, qui partage beaucoup de caractéristiques avec le kiwi, et la même origine, hein, celle de l'Asie de l'Est. Une vivace avec un feuillage caduc, 10 mètres de hauteur dans les meilleures conditions. On va pouvoir atteindre un rendement de 50 kg par pied. Le fruit, ce qu'il a pour particularité, c'est que la peau va pouvoir se manger. C'est une peau lisse, contrairement à celle du kiwi. C'est un peu plus intéressant au niveau gustatif. Et puis, la plante, initialement, à état sauvage et dioïque. Donc, vous avez des plants mâles et des plants femelles. Et une grande partie des variétés, aujourd'hui, dans le commerce, sont des variétés dioïques. Donc, il faut compter, grosso modo, un ratio de 1 pied mâle pour 7 pieds femelles situés à proximité pour être sûr d'avoir une bonne pollinisation et donc derrière une bonne fructification. Cela étant dit, il y a eu aussi de la sélection variétale qui a permis de pouvoir développer des variétés qui sont monoïques et autogames. Donc, un pied qui va avoir à la fois des fleurs femelles et des fleurs mâles et qui va donc pouvoir fructifier tout seul. C'est par exemple le cas de la variété Isai, hein, qui est la variété monoïque la plus répandue en France. Ce que ça va apprécier, c'est des situations de sol riches et humides, alors aussi bien en mi-ombre et au plein soleil, l'idéal étant situation voilà, vraiment au pied, situation de mi-ombre, un sol frais, et puis que par contre la plante puisse aller chercher le plein soleil en hauteur. La plante est rustique, avec une rusticité jusqu'à moins 25 degrés Celsius. La façon dont on va le multiplier, c'est par bouturage ou marcottage en août-septembre. C'est la façon la plus classique de faire. On peut aussi tenter le semis en mars-avril, mais il faut vraiment être dans vraiment des bonnes conditions, avec assurer un bon maintien de l'humidité du terreau, et puis avoir des conditions de chaleur vraiment importantes. Donc, si on se lance dans du semis, d'habitude, on va le faire en France métropolitaine, dans une serre ou à l'intérieur d'une véranda, quoi. La récolte du fruit se faisant sur septembre-octobre. Alors, on a par ailleurs le kiwi, hein, très classique. Beaucoup de caractéristiques finalement identiques avec celles du kiwi. Un peu moins de rusticité, rusticité à moins 20 degrés Celsius. Et puis, une autre différence intéressante, c'est que la récolte du fruit, elle se fait en mois de novembre. Donc, comme ça, si vous avez kiwi et kiwi, vous pouvez alterner. Vous avez sur septembre, octobre, vous avez du kiwi, et puis un peu plus tard dans la saison, du kiwi. Là aussi, comme pour le kiwi, on a originellement une plante qui est dioïque, et la plupart des variétés sont soit mâles, soit femelles, mais par sélection variétale, ont été obtenues des variétés monoïques autogames, donc qui peuvent, un plant tout seul peut fructifier. C'est par exemple le cas de la variété Solo. Autre grimpante assez inhabituelle, c'est le louffa, hein. Bon, on a ici, c'est une annuelle qui va pouvoir atteindre 5 mètres de hauteur. Ce qui est assez particulier, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est le fruit. Alors, c'est pas du fruit qui se mange, c'est du fruit qui, une fois pelé, eh bien, l'intérieur, c'est une forme d'éponge végétale, comme on a sur la photo de droite, qui peut utiliser comme une éponge classique. Voilà, donc c'est assez original. La plante est monoïque autogame, ça va apprécier des situations de sol drainant plein soleil. La plante n'est pas rustique, hein, le pied gèle à 0 degrés Celsius. Le semis se fait de mars à mai.
Si vous le faites sur mars ou avril, attention à être sur soit un climat très doux, ou c'est mieux de le faire sous serre tout de même. Et la récolte du fruit va se faire sur octobre-novembre. Autre espèce, la mûre, Rebrus fructicosus, la mûre qu'on trouve classiquement à l'état sauvage un peu partout en France. C'est une vivace avec un feuillage caduc, 3 mètres de longueur à maturité. Ça peut atteindre jusqu'à 2 kg par pied. C'est les rendements qu'on a en production arboricole biologique. La plante est hermaphrodite, autogame, donc elle peut très bien fructifier toute seule. Ça apprécie les sols drainants. Ça peut se plaire aussi bien à mi-ombre que plein soleil, mais pour une fructification vraiment optimale, il faut être en plein soleil. La plante est vraiment rustique, avec une rusticité à moins 25 degrés Celsius. Il y a plusieurs façons de la multiplier, par bouturage, mais aussi par coupe des drageons. La plante va drageonner assez facilement. Donc ça va faire des repousses autour d'un pied mère qu'on peut recouper et replanter ailleurs. Et donc ça va se faire durant fin d'automne, début d'hiver. On peut aussi faire la multiplication par marcottage en mars-avril, et puis la récolte du fruit va s'étaler de juillet à septembre. Et un descendant de la mûre, c'est le taïbiri. Alors, le taïbiri est un hybride entre la mûre et le framboisier. Beaucoup de caractéristiques similaires, donc vivace, feuillage caduc, 3 mètres de hauteur. Ça produit un peu plus, par contre, le rendement moyen en bio va être 3 kg par pied. C'est aussi une hermaphrodite autogame, ça apprécie aussi un sol drainant, mi-ombre ou plein soleil. Par contre, moins de rusticité que la mûre, rusticité à moins 7 degrés Celsius. Et on retrouve après les mêmes périodes et les mêmes modes de multiplication et de récolte. Alors, ensuite, on va passer au passiflore. Il existe beaucoup d'espèces, il y a plus de 500 espèces dans le monde. Là, je vous ai mis les noms des 3 espèces qu'on va trouver le plus couramment en France: Passiflora caerula, Passiflora edulis, Passiflora incarnata. Le Passiflora edulis, c'est la plante qui fournit ce qu'on appelle le fruit de la passion. Alors, à ma connaissance, on ne fait pas de culture commerciale du fruit de la passion en France métropolitaine, mais par contre, dans les pays tropicaux et subtropicaux, c'est quelque chose de courant. Donc, chez ces espèces, on est sur des espèces vivaces avec un feuillage persistant, 10 mètres de hauteur dans les meilleures conditions. On va pouvoir manger le fruit chez l'ensemble des espèces. Par contre, il est vrai que en dehors du cas de Passiflora edulis, chez les autres espèces, on va avoir un fruit qui est très peu sucré, qui est assez fade. Donc, par contre, on va pouvoir mélanger avec d'autres fruits, utiliser dans les salades de fruits, ou pouvoir avec lequel on pourrait éventuellement aussi ajouter du sucre pour faire des gelées ou des confitures. La plante est hermaphrodite autogame, s'apprécie un sol drainant avec une situation de mi-ombre ou plein soleil, en fructifiant comme pour toute autre espèce, toujours mieux quand c'est à plein soleil. La rusticité varie par contre selon les espèces. Celle qui est la plus rustique, c'est la Passiflora caerula, avec une rusticité à moins 15 degrés Celsius. Notamment avec la variété Elliott, donc c'est la plus rustique. Par contre, Passiflora edulis, lui, gèle à 0 degrés Celsius. Donc, si jamais vous en faites la culture, par sécurité, disons, mieux vaut la faire sous serre ou en intérieur. Et puis, on a aussi Passiflora incarnata qui va avoir une rusticité à moins 10 degrés Celsius. Le semis peut se faire en avril et juin. Alors, ça a besoin, vous l'aurez compris, de situations quand même très, très ensoleillées, très chaudes, pour pouvoir réussir un bon semis. Sinon, et c'est le plus courant en France, on va faire la reproduction en marcottage, au bouturage au mois d'octobre. Et puis la récolte du fruit va pouvoir s'étaler de août à octobre. Alors ensuite, on trouve le pois cultivé, Piscium sativum, un grand classique du potager. Donc c'est une annuelle, 2 mètres de hauteur. Le rendement moyen en bio, c'est 4,5 kg de pois par mètre carré. La plante est hermaphrodite autogame, ça va apprécier des sols drainants et du plein soleil. C'est un peu rustique, avec une rusticité à moins 6 degrés Celsius. Le semis peut se faire à deux périodes, soit le fin d'hiver, début du printemps, donc février à juin, soit sur la fin d'été, début d'automne, en septembre-octobre. Ce qui du coup va donner 2 périodes de récolte différentes, soit février-mars si on a fait le semis en septembre-octobre, soit juin à août si on a fait le semis de février à juin. Donc en jouant sur les différentes variétés et les périodes de semis, finalement, on peut étaler la production sur une bonne partie de l'année. Après, on trouve les rosiers.
Là aussi, une immense diversité d'espèces et encore plus de variétés. Il en existe des centaines. Dans tous les cas, ça va être des plantes qui sont vivaces, avec un feuillage caduc. Sur la plupart des espèces, on va atteindre 3 mètres de hauteur à maturité. Et ce qu'on va pouvoir consommer, c'est le cynorhodon, qui est le nom du fruit du rosier, comme vous avez mis l'image en haut à droite. Ce qui est assez particulier, c'est que c'est une fructification hivernale. Donc ça va se maintenir sur l'arbre durant toute la période de novembre jusqu'à février. Ça fait aussi une bonne nourriture pour les animaux sauvages, notamment les oiseaux. Le fruit, ce qu'on va pouvoir consommer, nous, ça va être l'enveloppe, qui est vraiment une bombe nutritionnelle. Hein, c'est notamment très très riche en vitamine C. Par contre, on va éviter de manger l'intérieur du fruit, donc, qui n'a pas d'intérêt d'un point de vue gustatif, et puis qui surtout est assez irritant pour le tube digestif, d'où le surnom de gras de cul traditionnellement, qui affume traditionnellement le cynorhodon. Donc, à ne manger que le péricarpe, hein, que l'enveloppe. La plante est hermaphrodite, par contre, elle est soit autogame, soit allogame, selon les variétés. Dans tous les cas, ça va apprécier un sol drainant et une situation soit mi-ombre au plein soleil, avec une bonne rusticité, à moins 25 degrés Celsius. Ça va pouvoir se multiplier soit par bouturage en mai-juin, soit en divisant les souches, donc en novembre à janvier. On peut aussi faire de la reproduction par semis en mars, du mois de mars au mois de mai. Autre espèce, alors assez originale, qui nous vient d'Asie de l'Est, le Schisandra chinensis. Alors, c'est une plante vivace avec un feuillage caduc, 10 mètres dans les meilleures conditions, aussi appelée la baie aux 5 saveurs. C'est la particularité d'avoir comme ça ce fruit qui va bien avoir tout un assortiment de saveurs. C'est un grand classique de la cuisine chinoise. La plante est dioïque, donc on aura des plants mâles et d'autre part des plants femelles. On a besoin des deux dans un même jardin pour avoir de la fructification. Et ça va fournir comme ça ces grappes de frais qui sont en plus très, très esthétiques. Par contre, ça apprécie un sol frais et très humide, très fertile, et des situations plutôt de mi-ombre. Hein. Ça n'apprécie pas tellement des situations très exposées. La rusticité dépend des variétés, mais on est entre 25 degrés Celsius et moins 15 degrés Celsius. Le semis pourrait se faire de mars à mai. Après, c'est plus courant en France métropolitaine de le multiplier par bouturage. On appelle ça du bouturage semi-ligneux, lorsque les jeunes branches commencent à s'aouter, commencent à former du bois en mois d'août. Et la récolte du fruit va se faire sur la période de septembre-octobre. Enfin, on termine par un très grand classique, la vigne, Vitis vitifera. Il existe une immense diversité de variétés, ou appelées aussi cépages. La plante est vivace, avec un feuillage caduc, 10 mètres dans les meilleures conditions. Donc, consommer le fruit. La feuille aussi, d'ailleurs, se mange. Hein. C'est aussi un grand classique de la cuisine méditerranéenne. La plante est hermaphrodite autogame, donc un pied de vigne tout seul peut bien donner du fruit. Ça apprécie toute seule. Alors après, dans le détail, normalement, on doit adapter le porte-greffe que vous allez utiliser en fonction du type de sol. Hein. Et ça apprécie des situations de plein soleil, une bonne rusticité à moins 20 degrés Celsius. Donc la reproduction d'habitude se fait par bouturage en mars, ou soit mois de mars, soit fin d'été en septembre. Avec la plantation de la bouture, une fois la bouture bien développée sur la période d'octobre à avril, et la récolte du fruit se fait sur août à octobre. Ça dépend des variétés. Chez la Vitis vitifera, on a tout un panel de variétés qui sont particulièrement résistantes aux trois grands parasites de la vigne, le phylloxéra, le mildiou et l'oïdium. C'est tous ces cépages-là qui sont résistants, c'est soit des variétés traditionnelles qui ont résisté fin 19e siècle, début 20e, à justement l'arrivée en Europe de ces trois parasites, soit des pieds d'origine européenne qui se sont hybridés avec du Vinis labrusca, donc
de l'espèce de vigne, mais d'origine américaine. Bon, là, la liste n'est pas exhaustive, mais ça vous donne tout un panel quand même de cépages qui sont particulièrement intéressants, donc voilà, qui vont résister à ces principaux ravageurs. Ce qui est quand même le plus cohérent, en particulier si on veut pouvoir se passer de devoir utiliser toutes sortes de traitements euh, pour pouvoir cultiver la vigne. Et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous ai mis en lien sous la vidéo donc, le lien vers une page de mon site internet, vous retrouverez le support de la vidéo si vous voulez la télécharger, et puis aussi un document PDF qui liste tout un ensemble de plateformes en ligne de semenciers, de pépiniéristes, et aussi voilà, les adresses que moi je connais de pépiniéristes et de semenciers en France qui bossent de façon écologique. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de la série.